Salut la team Foxy, c'est Raj, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre première vidéo. Comme on vous l'a annoncé, c'est sous format d'interview, donc je suis pas tout seul, je suis accompagné de Julie de l'Étoile Léo. Pour ce premier rendez-vous, on a décidé de parler tout de suite de la mort inattendue du nourrisson, de la mort subite du nourrisson. On verra que c'est pas tout à fait la même chose. On reviendra sur ce qui a été fait au niveau national, au niveau de la prévention sur ce sujet, et on parlera aussi des facteurs aggravants. Dans cette partie, on parlera de tabac, de température, de position de couchage, et pour finir, on aura une partie conseils et recommandations si vous avez besoin d'aide. Par abus de langage ou par méconnaissance, on parle souvent de mort subite du nourrisson. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Le terme MIN, mort inattendue du nourrisson, est apparu dans les années 2000. Mais à quoi ça correspond exactement ? Julie, est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Alors effectivement, la MSN, la définition a été reprise dans les classifications internationales des maladies par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et donc depuis, on va parler de MIN, de mort inattendue du nourrisson. Donc c'est le décès brutal d'un enfant de moins de 2 ans, a priori en bonne santé, qui arrive le plus souvent durant le sommeil. Il y a plusieurs cas possibles. On va retrouver les morts qui demeurent inexpliquées après tous les examens, notamment l'autopsie réalisée sur l'enfant. Et dans ces cas-là, on va parler de mort subite du nourrisson, ce qui représente 20% à peu près des MIN. Dans les 80% restants, on va retrouver les morts expliquées par des pathologies décelées ou non depuis la naissance de l'enfant, ou aussi des pathologies qui peuvent arriver de manière brutale. Et on va retrouver également les morts qui résultent de tout accident, qui peuvent être domestiques ou également des accidents, ce qu'on appelle de literie, des accidents de couchage. En France, il y a encore environ 450 décès, 450 MIN par an. À savoir qu'un tiers de ces décès seraient évitables si les conditions de couchage étaient respectées. D'accord. En gros, pour résumer, on peut dire que entre guillemets, par défaut, tous les cas, ce sont des morts inattendues de nourrissons. C'est seulement après investigation et autopsie. Si rien n'est trouvé, on considère que c'est une mort subite du nourrisson. Effectivement, une mort subite du nourrisson, c'est une mort qui demeure inexpliquée après tous les examens qui vont être réalisés sur l'enfant, notamment après une autopsie. À savoir qu'en France, il y a eu une campagne de prévention dans les années 90 qui a préconisé le couchage sur le dos et non plus sur le ventre pour les bébés. Et depuis cette campagne de prévention, les décès ont baissé d'environ 75%. Oui, c'est vrai que, et ça on l'a tous vécu en tant que jeunes parents, on a tous eu des conseils de mamie ou de papy qui nous disaient, nous à notre époque, enfin, à votre époque, on vous couchait sur le ventre ou sur le côté. Moi, tu vois, je suis de 82 et ma mère, elle me disait, toi, on te couchait sur le côté parce que c'était le pédiatre qui nous le disait parce que il me disait, si je régurgitais ou si je vomissais, au moins, j'évitais de m'étouffer dans mon vomi. Alors oui, c'était ce qui était préconisé, si je puis dire malheureusement, avant. Depuis les années 90, c'est une campagne de prévention. On sait qu'on couche bébé sur le dos. Et par rapport au vomi et aux régurgitations, il faut donc distinguer les deux. Et c'est pour ça qu'on renvoie toujours vers le corps médical référent de l'enfant. Car les régurgitations, c'est un phénomène physiologique et l'enfant va toujours avoir le réflexe de se tourner pour se dégager. C'est très clair. Il y a un autre point aussi qu'on a peut-être tendance à négliger parce qu'il est tellement rentré dans la vie courante, c'est le tabac, que ce soit le tabac actif ou le tabagisme passif. On sait déjà que globalement le tabac c'est à éviter en termes généraux, d'autant plus durant la grossesse, parce qu'on sait que ça va impacter la fertilité de madame et de vous aussi messieurs, et puis ça peut entraîner un tas de complications durant la grossesse, des grossesses extra-utérines, un ralentissement du développement de l'enfant. On sait que généralement les enfants de fumeurs ou de fumeuses naissent plus petits en taille et plus petits en poids, sont plus susceptibles aussi d'être touchés par de l'asthme. Et des études ont montré que le tabagisme durant la grossesse pouvait multiplier par 12 le risque de mort inattendue du nourrisson et le tabagisme passif par 2 le risque de mort inattendue du nourrisson. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet. On a fait une petite vidéo sur YouTube qui revient là-dessus très précisément. Elle est assez complète. Si ça vous dit, allez jeter un coup d'œil. Tu as raison effectivement de rappeler tous ces points, à savoir que le tabagisme passif peut venir altérer le réflexe d'éveil de l'enfant. Il y a un autre paramètre aussi à prendre en compte dans la chambre de l'enfant ou dans la chambre où bébé dort, c'est la température. Comment il faut se régler par rapport à ça ?
Alors la température, elle se gère en 2 points. Il y a la température de la pièce et non pas la température extérieure. La température de la pièce, on préconise qu'elle soit entre 18 et 20 degrés. Bien sûr, cela va aussi dépendre de la saisonnalité et de la région où on habite. Dans ces cas-là, deuxième point, on va venir travailler sur la tenue de l'enfant. Donc on préconise de manière générale de coucher le bébé dans sa gigoteuse qui est adaptée à son poids et à sa taille. Mais pour éviter une hyperthermie, on va aussi jouer sur la tenue de l'enfant. À savoir qu'on dit souvent que l'enfant résiste le mieux au froid qu'au chaud. D'accord. Donc tout ce qui est couverture pour bébé, ça on oublie. Et parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à se comparer par rapport à nous. Nous, on a genre, pour un peu qu'on soit un frileux, on a toujours tendance à avoir trop se couvrir, avoir du moins beaucoup se couvrir lorsqu'on est au lit. Avec l'enfant, c'est pas du tout le cas. Effectivement, il se gère tout seul. On va avoir le réflexe, nous, de réfléchir en tant qu'adulte et avec notre confort à nous. L'enfant, lui, il sera habillé en conséquence. Déjà, on ne met pas de couverture car c'est un risque d'étouffement et c'est un couchage qui est non sécuritaire pour le bébé. Et au-delà de ça, même si la couverture ne posait aucun souci de sécurité, l'enfant, il bouge la nuit, donc il peut dégager la couverture de lui et donc la couverture ne sert à rien. Donc on va jouer sur une tenue fixe, si je puis dire, sur l'enfant. Un autre point aussi qui revient souvent sur les réseaux sociaux ou même dans la presse en général, c'est le cododo. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors déjà, il faut distinguer le cododo et le co-sleeping. Le cododo, c'est dormir à côté de son bébé. Donc le bébé est dans un lit à barreaux ou un berceau qui va être collé à celui des parents. Le cododo est recommandé par l'OMS jusqu'à environ les 6 mois de l'enfant. Et le co-sleeping, qui est le fait de dormir avec son enfant dans le même lit, est fortement déconseillé pour plusieurs points. La première chose, c'est que en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte quand on est plongé dans un sommeil profond, si on est en train de malheureusement d'écraser son enfant ou de mettre sa couverture sur lui. On peut aussi malheureusement pas se rendre compte s'il tombe du lit ou s'il est dans des conditions non sécuritaires. Ok, c'est parfait. Mais maintenant, concrètement, comment on s'organise ? Est-ce qu'il y a des bons gestes à suivre ? Alors oui, il y a des bons gestes à suivre. Moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est plutôt simple, les gestes à respecter. Bien évidemment, je parle de manière générale. Il y a toujours des exceptions, encore une fois, à confirmer avec le pédiatre, avec le médecin de famille. Au niveau des recommandations, on couche toujours bébé sur le dos. On le sait depuis les années 90, c'est factuel, il y a de nombreuses études qui le prouvent, on couche bébé sur le dos. Et même quand il est en âge de se retourner de lui-même, on va quand même garder ce réflexe de le coucher sur le dos. Lui, après la nuit, il va bouger s'il le souhaite, et on dit souvent qu'un enfant qui a l'âge de se retourner de lui-même a acquis la motricité et la tonicité pour se dégager en cas de souci. On va garder les moments d'éveil sur le ventre, sous surveillance bien évidemment, pour éviter tout phénomène de plagiocéphalie. Bébé dort dans son propre lit, on vient d'en parler, dans son berceau, dans son lit à barreaux, collé à celui des parents, si possible, sur un matelas ferme adapté à son poids et à sa taille. Pourquoi ? Parce que si le matelas est trop petit, le bébé pourrait venir se coincer entre le matelas et la paroi ou entre le matelas et les barreaux. Si le matelas est trop grand, il pourrait créer comme un boudin qui viendrait malheureusement gêner ou obstruer la respiration de bébé. Bébé est habillé selon la température de la pièce et non de l'extérieur, je me répète, et il est vêtu d'une gigoteuse qui est adaptée à son poids et à sa taille. La pièce où il dort doit faire entre 18 et 20 degrés si possible, sinon on va agir sur la tenue de bébé. L'environnement autour de bébé doit être vide. Bébé, il a besoin de rien à part de ses parents tout près de lui et de leur amour, donc pas d'oreiller, pas de tour de lit, pas de doudou, pas de couverture, pas de jouets, rien qui pourrait venir gêner ou obstruer la respiration de bébé. Lors de l'utilisation occasionnelle de lit parapluie, on ne va pas rajouter de matelas supplémentaires. C'est très clair, merci Julie pour toutes ces recommandations. Et malgré tout, si jamais on a un doute, des questionnements, vers qui on peut se tourner ?
Alors on peut se tourner vers tout le corps médical qui est en charge du suivi de l'enfant. Ça va être le pédiatre, ça peut être le médecin de famille, ça peut être la sage-femme pendant les premières semaines après la naissance de l'enfant, ça peut être des PMI avec de nombreux pédiatres et auxiliaires de puériculture qui y travaillent, qui sont à même de répondre à toutes vos questions. Ça peut être également les CRMIN. Les CRMIN, ce sont les centres de référence de mort inattendue du nourrisson. Il y en a plusieurs à présent en France. Ce sont les centres où sont accueillis les enfants victimes de mort inattendue du nourrisson. Et c'est là où sont réalisés tous les examens nécessaires et notamment l'avancée de la science à ce sujet. Effectivement, comme l'a dit Julie, toujours vous référer à votre pédiatre en cas de doute. Vous retrouverez en description toutes les références par rapport aux études qu'on a parlé. Merci Julie pour tous tes conseils et pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à toi Rachid de m'avoir donné la parole. On se retrouve très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker et pensez surtout à partager auprès des gens qui pourraient être intéressés. Ciao. Ciao.